Au cœur d'une tempête de neige brutale sur la route nationale 7, la propriétaire d'un relais routier comptait discrètement ses derniers 47 € à seulement 7 jours de tout perdre. Au plus bas, 15 Hells Angels harassés frappèrent à sa porte, cherchant un abri. Sans hésiter, elle ouvrit et partagea son dernier repas. Au matin, le vrombissement de centaines de motos emplit l'air autour de son établissement. Hélène Dubois se tenait derrière le comptoir du relais de minuit, fixant la liasse de billets froissés dans ses mains usées. 47 €. C'était tout. C'était tout ce qui la séparait de la vie de saisie finale glissée sous la caisse enregistreuse. Celui qui lui donnait exactement 7 jours avant que la banque ne prenne tout. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les fenêtres du petit relais perché sur la Rennes 7, dans les montagnes du Massif central. La neige tombait en nappes épaisses et furieuses, transformant le monde au-delà et la vitre en un vide blanc. À 50 ans, Hélène avait vu bien des tempêtes, mais celle-ci semblait différente. Celle-ci avait le goût d'une fin. Elle se déplaçait lentement dans le restaurant vide, ses pas résonnant sur le linoléum usé. Les banquettes en vinyle rouge étaient vides, leur surface craquelée par des années d'utilisation. La cafetière gargouillait faiblement, à moitié pleine d'un breuvage amer qui reposait là depuis midi. Il était presque 20 heures maintenant, et elle n'avait pas vu un client depuis plus de 3 heures. Hélène s'arrêta à la banquette numéro 4, la préférée de Robert. Même 2 ans après que le cancer l'eût emporté, elle pouvait encore le voir assis là, son doux sourire réchauffant la pièce plus que n'importe quel radiateur. Ils avaient acheté cet endroit ensemble il y a 15 ans, avec rien d'autre que des rêves et un petit héritage de sa grand-mère. « On y arrivera, ma chérie », disait Robert, ses yeux, X sombres pétillants d'optimisme. « Cet endroit sera un phare pour les voyageurs, un foyer loin de chez eux. » Maintenant, les néons clignotaient au-dessus de sa tête, menaçant de s'éteindre comme tout le reste. Le système de chauffage gémissait et haletait, menant une bataille perdue contre le froid de la montagne. Hélène serra son gilet plus fort autour de ses épaules et retourna au comptoir où la vie de saisie semblait se moquer d'elle, avec son en-tête officielle et son langage froid et bureaucratique. La vieille radio CB du restaurant crépitait faiblement dans un coin, son antenne tordue par des années de négligence. Autrefois, cette radio avait été leur lien vital avec la communauté des routiers, un flot constant de voix partageant les conditions de route, les avertissements et parfois une blague. Maintenant, elle restait la plupart du temps silencieuse, une autre relique d'une époque meilleure. Hélène ouvrit à nouveau la caisse, qu'on met tant l'argent une fois de plus, comme si les chiffres pouvaient magiquement changer. Ce ne fut pas le cas. 47 € ne couvriraient même pas la facture d'électricité d'EDF, encore moins les 3 mois d'arriérés que la banque exigeait. Elle avait déjà vendu son alliance, les outils de Robert, tout ce qu'ils avaient accumulé de valeur au cours de leurs 23 ans de mariage. Ce restaurant était tout ce qui lui restait. Le vent redoubla de violence à l'extérieur, secouant le bâtiment si fort que la vieille enseigne au néon grésilla et vacilla. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la neige s'accumuler contre les pompes à essence, les enterrant sous des congères blanches qui ressemblèrent à des pierres tombales dans un cimetière. La route nationale 7 était complètement invisible, maintenant perdue sous la tempête. Hélène jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la machine à café. 20h15. Il était temps de fermer, de retourner le panneau et d'admettre la défaite. Demain, elle appellerait l'avocat, verrait si elle pouvait négocier une sorte de plan de paiement, même si elle savait que c'était sans espoir. Le Crédit Agricole avait été assez patient. Elle tendait la main vers l'interrupteur quand elle l'entendit. Un grondement sourd qui transperça le hurlement du vent, comme le tonnerre. Au début, elle pensa que c'était peut-être un chasse-neige, mais le son était différent, plus profond, plus rythmé, comme un battement de cœur fait d'acier et de chrome. Hélène colle son visage à la fenêtre, plissant les yeux à travers la neige. Au début, elle ne vit que du blanc. Puis, lentement, des formes commencèrent à émerger de la tempête. Des phares, beaucoup, et sous les lumières, les silhouettes distinctives de motos, des grosses, des Harley-Davidson à première vue. Le grondement s'intensifia à mesure que les motos approchaient, leurs moteurs vrombissant contre le vent. Hélène compta qu'un, The Machine au total, tout roulant en formation serrée malgré les conditions périlleuses. Alors qu'ils entraient sur le parking du restaurant, leurs phares balayèrent les fenêtres comme des projecteurs, remplissant la salle à manger vide d'une lumière blanche et crue. Hélène recula de la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Elle avait entendu des histoires sur les clubs de motards, les avait vues dans les films,
mais elle n'en avait jamais vraiment rencontré. Ces hommes, et c'étaient tous des hommes, elle pouvait le dire même à travers leurs lourds vêtements d'hiver, semblaient sortis d'un cauchemar. Blousons de cuir, bottes, casques qui cachaient leur visage. Ils se déplaçaient avec l'assurance de gens qui n'avaient pas l'habitude qu'on leur dise non. Le motard de tête descendit le premier, un homme grand aux larges épaules qui semblait commander les autres sans dire un mot. Il regarda vers le restaurant, et Hélène put sentir saut, un regard même à travers la fenêtre. Lentement, délibérément, il commença à marcher vers la porte d'entrée. La main d'Hélène plana au-dessus de l'interrupteur. Elle pouvait éteindre les lumières, verrouiller la porte, prétendre que le restaurant était fermé. Ces hommes ne verraient pas la différence. Ils continueraient probablement leur chemin, trouveraient un autre endroit pour attendre la fin de la tempête. Un endroit qui ne serait pas son problème. Mais alors que l'homme approchait de la porte, elle vit quelque chose qui la figea sur place. Il boitait. Pas beaucoup, mais assez pour le remarquer. Derrière lui, les autres motards descendèrent de leur machine, et elle pouvait voir que plusieurs d'entre eux avaient du mal. Ils avaient roulé dans cette tempête pendant des heures, peut-être plus. Ils étaient froids, épuisés et probablement désespérés de trouver un abri. L'homme atteignit la porte et s'arrêta, sa main gantée planant au-dessus, su de la poignée. À travers la vitre, Hélène pouvait maintenant voir son visage clairement. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec des mèches grises dans sa barbe sombre. Ses yeux étaient fatigués, burinés par des années sur la route. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu assez de difficultés pour les reconnaître chez les autres. Il frappa 3 coups légers, qui parvinrent à être à la fois respectueux et urgents. Hélène regarda les 47 € sur le comptoir, puis la vie de saisie, puis l'homme qui attendait dans la tempête. La voix de Robert résonna dans sa mémoire. « Un phare pour les voyageurs, ma chérie, un foyer loin de chez eux. » Elle se dirigea vers la porte et tourna la serrure. Au moment où Hélène ouvrit la porte, toute la force de la tempête la frappa comme un coup de poing. La neige tourbillonna dans le restaurant et la température chuta de 10 degrés en quelques secondes. L'homme qui se tenait sur son seuil était couvert de glace et de neige de la tête aux pieds. Son blouson de cuir était gelé et rigide, sa barbe blanche de givre. Mais il n'y avait pas qu'un seul homme. Derrière lui, Hélène pouvait voir les autres descendre de leur moto, et son souffle se coupa dans sa gorge. Ce n'étaient pas des motards ordinaires. Les blousons de cuir portèrent les écussons inimitables qu'elle avait vus dans les reportages. Le logo de la tête de mort, le crâne ailé, les mots « Hells Angels » blasonnés sur de larges épaules et des dos. 15 d'entre eux, tous des hommes massifs aux bras épais comme des troncs d'arbres, au visage buriné par des années de vie difficiles, et avec le genre de présence qui pousse les gens sensés à traverser la rue. Le chef était facilement d'1,90 m, avec des cheveux poivre et sel attachés en queue de cheval et une barbe grise qui lui arrivait à la poitrine. Des tatouages couvraient chaque centimètre visible de ses bras. Des motifs complexes qui racontèrent des histoires qu'Hélène ne voulait pas connaître. Une cicatrice en zigzag courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, et ses yeux, bleu pâle et vifs comme la glace d'hiver, portèrent le poids de quelqu'un qui avait trop vu et fait des choses qu'il ne pouvait pas reprendre. Derrière lui, les autres semblaient sortis d'un film sur les gangs de motards. L'un avait le crâne rasé couvert de tatouages, y compris une toile d'araignée sur le cou. Un autre arborait une crête iroquoise, bien qu'il ait largement dépassé la 50aine, avec des bras si musclés qu'il tendait hors les coutures de son blouson de cuir. Le plus jeune ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais il se déplaçait avec l'arrogance de quelqu'un qui essayait de prouver qu'il avait sa place parmi ces hommes dangereux. « Madame, » dit le chef, sa voix rauque à cause du froid et probablement de décennies de cigares, « est. Je sais que c'est un dérangement, mais nous roulons depuis 12 heures d'affilée. La nationale est complètement bloquée environ 15 km en arrière, et nous n'irons pas beaucoup plus loin par ce temps. » Le cœur d'Hélène battait la chamade contre ses côtes. Chaque instinct lui hurlait de fermer la porte, de la verrouiller, d'appeler la gendarmerie. Ces hommes avaient l'air de pouvoir démolir son restaurant à main nue, et avaient probablement fait pire à des gens qui les avaient contrariés. Les écussons sur leurs blousons n'étaient pas des décorations, c'étaient des avertissements. Mais ensuite, elle vit quelque chose qui la fit hésiter. Malgré leur apparence intimidante, ils se tenaient respectueusement dans la neige, attendant sa réponse. Aucun d'eux ne se bousculait ou n'essayait de forcer le passage. Le chef gardait ses mains visibles, sa posture non menaçante malgré sa taille. Et il y avait quelque chose dans ses yeux. Oh, de l'épuisement, oui,
mais aussi une sorte d'espoir désespéré qu'elle ne connaissait que trop bien. « Vous êtes combien ?» demanda Hélène, connaissant déjà la réponse, mais ayant besoin de l'entendre. « 15, répondit l'homme. « Je suis Jacques Moreau. Nous faisons partie du chapitre du Tonnerre des Crêtes. On rentre d'une cérémonie funéraire près de Lyon. On a de l'argent pour de la nourriture et du café, et on ne causera aucun problème. On a juste besoin d'un endroit chaud pour attendre la fin de la tempête. » Hélène regarda au-delà de Jacques le groupe d'hommes qui retiraient leurs casques. C'était un spectacle terrifiant. Des barbes, des tatouages, des cicatrices qui racontaient des histoires de violence et de vie dure, des mains qui semblaient au pouvoir broyer des os, des visages qui avaient vu le mauvais côté de trop de bagarres. Mais elle vit aussi autre chose, un épuisement qui allait jusqu'à la moelle, le genre qui vient à, après avoir combattu les éléments pendant des heures. Ces hommes, aussi dangereux soient-ils, étaient au bout du rouleau. « Entrez, dit-elle en s'écartant. Tous. » Le soulagement sur le visage de Jack fut immédiat et profond. « Merci, dit-il simplement. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. » Les Hells Angels entrèrent un par un, tapant la neige de leurs bottes et secouant la glace de leurs blousons. C'étaient des hommes massifs, pour la plupart, du genre à avoir appris à occuper l'espace dans le monde par nécessité et par réputation. Leurs blousons de cuir craquaient à chaque mouvement, les écussons et les pins attrapant la lumière fluorescente du restaurant, des noms de chapitres, des grades, des insignes qui marquaient un territoire et des allégeances dans un monde dont Hélène n'avait jamais fait partie. Mais malgré leur apparence redoutable, ils se déplaçaient avec précaution dans le petit restaurant, conscients de leur taille, respectueux de l'espace qu'on leur avait accordé. Celui avec la crête iroquoise tint même la porte pour le plus jeune membre, et Hélène surprit plusieurs d'entre eux en train d'essuyer leurs bottes avec un soin particulier avant de marcher sur son sol. Hélène les compta à mesure qu'ils entraient. 15, comme Jacques l'avait dit. Le plus âgé semblait avoir la soixantaine, les cheveux gris et une allure digne malgré la tête de mort sur son blouson. Le plus jeune, celui qu'elle avait remarqué plus tôt, avait des yeux nerveux et des mains qui tremblèrent légèrement en retirant ses gants, ressemblant plus à un étudiant effrayé qu'à un membre du plus célèbre club de motards de France. « Asseyez-vous où vous pouvez, leur dit Hélène en passant derrière le comptoir. Je vais préparer du café. » Les hommes s'installèrent dans les banquettes et sur les tabourets du comptoir, avec une gratitude évidente, leur cuir gelé craquant à chaque mouvement. De près, Hélène pouvait voir les détails que la tempête avait cachés, l'art complexe de leurs tatouages, l'entretien soigné de leurs écussons, la façon dont ils s'arrangeaient instinctivement pour que les membres plus âgés et plus gradés prennent les meilleures places tandis que les plus jeunes s'effaçaient sans qu'on le leur demande. Le jeune, qu'Hélène entendit quelqu'un appeler Danny, s'assit près de la fenêtre, frissonnant encore malgré la chaleur du restaurant. Un homme plus âgé avec des tatouages complexes couvrant les 2 bras et l'inscription « sergent d'armes » brodée sous l'écusson de son chapitre, prit le tabouret le plus proche du comptoir, hochant la tête respectueusement quand Hélène croisa son regard. « Pas vu un temps pareil depuis des années, » dit Jacques en s'installant sur un tabouret près de la caisse. Son blouson était maintenant ouvert, révélant d'autres écussons. Président, en lettres grasses. Des rubans qui suggéraient un passé militaire et une petite épinglette du drapeau français qui semblait étrangement patriotique pour quelqu'un que la société qualifiait de hors-la-loi. Hélène versa du café dans d'épaisses tasses blanches, le rituel familier calmant ses nerfs. « Le sucre et le lait sont sur le comptoir, dit-elle. Servez-vous. » Alors que les hommes se réchauffaient les mains sur les tasses chaudes, Hélène fit le point sur sa situation. 15 Hells Angels, un congélateur presque vide, et 47 € à son nom. Ce n'était pas le genre d'homme que l'on voulait décevoir ou renvoyer affamé. Mais en regardant leurs visages burinés, fatigués, reconnaissants pour une simple chaleur, elle réalisa que sous le cuir, les écussons et la réputation redoutable, ils n'étaient qu'as que des êtres humains pris dans une tempête. À 22 heures, la tempête n'avait fait qu'empirer. Le vent hurlait comme une créature vivante, et la neige tombait, et si fort que les fenêtres semblaient avoir été peintes en blanc. La prédiction de Jacques sur la fermeture de la nationale s'était avérée optimiste. Selon la radio, la route nationale 7 était fermée dans les 2 sens, sans aucune estimation de sa réouverture. « Ça pourrait être demain matin, ça pourrait être dans 2 jours, dit Jacques à Hélène, alors qu'elle remplissait sa tasse de café pour la 3e fois. La gendarmerie n'essaiera même pas de dégager avant que le vent ne se calme. Hélène hocha la tête, faisant des calculs mentaux qui ne tombaient jamais justes, peu importe comment elle s'y prenait. 15 hommes,
2 jours, pratiquement plus de nourriture dans la cuisine. Les œufs et le lard étaient repartis depuis longtemps. Les pommes de terre rissolées n'étaient qu'un souvenir. Elle avait réussi à trouver quelques boîtes de conserve de cassoulet au fond de la réserve, mais cela ne durerait pas longtemps. Ces 47 € pourraient acheter assez de provisions pour une journée si les routes étaient dégagées et les magasins ouverts, ce qui n'était pas le cas. Les motards s'étaient installés pour la nuit, certains somnolents dans les banquettes, d'autres jouant aux cartes avec un jeu usé que Pierre avait sorti de la poche de son blouson. Ils avaient proposé de payer leur repas, mais Hélène avait refusé d'un geste de la main. Comment pouvait-elle leur faire payer les restes qu'elle avait réussi à rassembler? Danny s'était endormi la tête sur la table, l'épuisement l'ayant finalement rattrapé. Il avait l'air encore plus jeune dans son sommeil, peut-être 22 ou 23 ans, avec le genre de visage qui avait sa place dans un amphithéâtre universitaire plutôt que sur le dos d'une Harley. Marc avait drapé son blouson de cuir sur les épaules du gamin, un geste si doux qu'il serra la gorge d'Hélène. « Il me rappelle mon fils », expliqua Marc à voix basse, quand il surprit Hélène en train de le regarder. Même âge, même tête de mule, toujours en train d'essayer de prouver qu'il est plus dur qu'il ne l'est vraiment. « Où est votre fils maintenant » demanda Hélène. « Au Mali » répondit Marc. « 3e mission. Il rentre le mois prochain si tout se passe bien. » Sa voix portait le poids de l'inquiétude d'un père, le genre qui ne disparaît jamais vraiment, peu importe l'âge de vos enfants. Hélène se versa une tasse de café et s'appuya contre le comptoir, observant ses invités inattendus. Sous la lumière crue des néons, ils semblaient moins intimidants qu'à leur arrivée. Leurs blousons de cuir pendaient sur les dossiers des chaises, révélant des vêtements ordinaires en dessous, des chemises en flanelle, des jeans usés, des bottes de travail qui avaient connu des jours meilleurs. C'étaient des travailleurs, des cols bleus qui avaient probablement plus en commun avec son défunt mari qu'avec le stéréotype cinématographique, lieu auquel elle s'était attendue. Jacques s'approcha du comptoir, l'air sérieux. « Hélène, il faut qu'on parle du paiement. Vous avez été plus que généreuse, mais on ne peut pas... » « Ne vous inquiétez pas pour ça, » l'interrompit Hélène. « C'est juste de la nourriture. »« Non, ce n'est pas ça, » dit Jacques fermement. « C'est de l'hospitalité. C'est de la gentillesse. Et ça vous coûte de l'argent que vous n'avez probablement pas. » Hélène sentit ses joues rougir. Sa situation financière était-elle si évidente? Elle essaya de garder une voix stable. « Je me débrouille très bien. » Les yeux de Jacques se posèrent sur la vie de saisie qui dépassait dessous la caisse, et Hélène réalisa que sa tentative de discrétion avait échoué. Son expression s'adoucit avec compréhension. « Il vous reste combien de temps » demanda-t-il doucement. « 7 jours, admit Hélène, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Mais ces mots, un problème, pas le vôtre. »« Absolument pas, dit Jacques. Vous nous avez ouvert votre porte quand vous n'étiez pas obligé. Vous nous avez nourris quand vous n'en aviez pas les moyens. Ça en fait notre problème aussi. » Hélène secoua la tête. « J'apprécie le sentiment, mais il n'y a rien que vous puissiez faire. J'ai 3 mois de retard de paiement, et la banque n'est pas intéressée par les histoires tristes. » Jacques resta silencieux un moment, ses mains burinées enroulées autour de sa tasse de café. Puis il leva les yeux vers elle avec des yeux qui semblaient voir à travers ses défenses. « Parlez-moi de cet endroit, » dit-il. « Depuis combien de temps le possédez-vous » « 15 ans, répondit Hélène. « Mon mari, Robert, et moi l'avons acheté avec l'héritage de ma grand-mère. C'était son rêve, un endroit où les voyageurs pourraient trouver un repas chaud et un visage amical, peu importe l'heure à laquelle ils arrivaient. On dirait que c'était un homme bien. Le meilleur, dit Hélène, la voix légèrement étranglée. Le cancer l'a emporté il y a 2 ans. J'essaie de maintenir l'endroit à flot, mais... Elle fit un geste impuissant vers le restaurant vide, les lumières vacillantes, l'air général de délabrement à peine maîtrisé. Mais il est difficile de gérer une entreprise avec des souvenirs et de bonnes intentions, termina Jacques. Quelque chose comme ça. Jacques se tut à nouveau, et Hélène pouvait le voir réfléchir, peser des options qu'elle ne pouvait deviner. Finalement, il parle. « Et si je vous disais que vous avez aidé plus de gens que vous ne le pensez? Et si je vous disais que cet endroit, votre gentillesse, a probablement sauvé des vies ?» Hélène fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr de comprendre. »« 15 ans, c'est long, » dit Jacques. « Beaucoup de voyageurs passent par ce tronçon de la nationale. Beaucoup de gens en difficulté qui cherchent de l'aide. Vous vous souvenez de tous ?» Hélène secoua la tête. « Il y en a eu des milliers. Mais vous les avez tous aidés, n'est-ce pas? Un café chaud, un repas chaud, peut-être un mot gentil quand ils en avaient le plus besoin. J'ai essayé, dit Hélène. Robert disait toujours que nous étions censés être une lumière pour les gens. Une balise, vous savez,
quelqu'un qui laisserait la lumière du porche allumée pour les voyageurs. Jacques sourit, et il y avait quelque chose de presque secret dans ce sourire. « Une balise », répéta-t-il. « Oui, c'est exactement ce que vous êtes. » Avant qu'Hélène ne puisse demander ce qu'il voulait dire, une agitation s'éleva d'une des banquettes. Pierre secouait Danny pour le réveiller, sa voix pressante mais douce. « Gamin, réveille-toi, tu fais un cauchemar. » Danny se redressa brusquement, les yeux hagards et perdus. Un instant, il regarda autour du restaurant Co, madame s'il ne se souvenait plus où il était. Puis la reconnaissance se fit jour et ses épaules s'affaissèrent en de soulagement. « Désolé, marmonna-t-il. Mauvais rêve. Ça va et ça vient. »« Tu veux en parler ?» demanda Pierre en se rasseyant en face du plus jeune. Danny secoua la tête, mais après un moment, il parla quand même. « C'est toujours le même rêve. Je suis perdu sur une route sombre. Ma moto est en panne et il n'y a nulle part où aller. Pas de lumière, pas d'aide, juste des ténèbres sans fin. » Il regarda autour du restaurant chaleureux les visages de ses compagnons de route, Hélène derrière le comptoir. « Mais ensuite je me réveille, et je suis ici, et ça va. » Hélène sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Combien de personnes s'étaient assises dans ces mêmes banquettes, avaient trouvé du réconfort dans cette même lumière chaude? Combien de voyageurs ont été perdus, frigorifiés et désespérés pour finalement trouver refuge dans la balise improbable qu'elle et Robert avaient construite sur ce tronçon oublié de l'autoroute de montagne? Elle regarda Jacques, qui l'observait avec ce même sourire entendu. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» demanda-t-elle. « Rien que vous ne découvrirez pas assez tôt, » répondit-il. « Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur des questions pratiques. Vous avez dit que la banque veut 3 mois d'arriérés. » Hélène hocha la tête à contre-cœur. « Combien ?»« 12 000 €, admit-elle. Plus les frais de retard et les frais de justice. C'est probablement plus proche de 15 000. » Jacques siffla doucement. « C'est une sacrée somme. »« Plus que je n'en aurai jamais, » dit Hélène. « Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais 15 000 €, ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve sous les coussins du canapé. Cet endroit est fin, et peut-être que ce n'est pas plus mal. Peut-être qu'il est temps. »« Non, » dit Jacques, sa voix assez tranchante pour couper court à sa résignation. « Ce n'est pas le moment. Pas pour un endroit comme celui-ci, pas pour une femme comme vous. » Il se leva, sortant son téléphone portable de sa poche. « Je vais passer quelques coups de fil. » Il se tourna vers elle. « Et Hélène ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise par l'intensité de sa voix. « N'osez pas abandonner. Pas encore. Cette histoire n'est pas terminée. » Alors que Jacques se dirigeait vers la porte d'entrée, probablement pour avoir une meilleure réception, Hélène se surprit à le regarder partir. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ne savait pas quel genre d'appel il avait l'intention de passer, ni quelle différence il pourrait bien faire. Mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur de quelque chose qu'elle avait presque oublié comment connaître, l'espoir. Jacques revint de ses appels téléphoniques avec de la neige dans les cheveux et une expression qu'Hélène ne pouvait déchiffrer. Il était resté dehors pendant près d'1 heure, faisant les 100 pas dans la tempête, sa voix s'élevant parfois au-dessus du vent alors qu'il parlait à quiconque se trouvait à l'autre bout du fil. Les autres motards l'avaient observé à travers les fenêtres, échangeant des regards qui suggéraient qu'ils savaient ce quelque chose qu'Hélène ignorait. « Alors ?» demanda Pierre lorsque Jacques rentra enfin, tapant la neige de ses bottes. « Demain matin, » dit simplement Jacques. « Peut-être plus tôt si la route est dégagée. »« Qu'est-ce qu'il y a demain matin ?» demanda Hélène. Mais Jacques se contenta de sourire et de se verser une autre tasse de café. Ce fut Marc qui brisa la tension. Le motard plus âgé était resté silencieux la majeure partie de la soirée, se contentant de jouer aux cartes et de siroter son café, mais maintenant il étudiait Hélène avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Vous savez, » dit-il lentement, « votre visage me dit quelque chose. » Hélène haussa un sourcil. « J'en doute. Je ne sors pas beaucoup ces temps-ci. »« Non, je suis sérieux. » Marc posa ses cartes et la regarda vraiment, la tête légèrement inclinée comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. « Depuis combien de temps vous avez dit que vous teniez cet endroit ? » « 15 ans. Et avant ça ? » « Avant ça, Robert et moi vivions à Lyon. Il était chauffeur de poids lourds, faisait des longs trajets dans tout l'ouest de la France. Je travaillais comme répartitrice pour sa société. » Marc claqua soudain des doigts, si fort que plusieurs autres motards levèrent la tête. « C'est ça ! Thomas Perrin. Vous avez sauvé la vie de Thomas Perrin ?» Hélène fronça les sourcils. « Je suis désolé, je ne... » Un grand gaille, hardequé, barbe rousse.
Il conduisait pour les transports montagnards de l'Ouest. Marc s'excitait maintenant, sa voix montant. C'était il y a peut-être 12, 13 ans. Il avait des douleurs à la poitrine. S'est arrêté juste ici, à votre relais. Le souvenir frappa Hélène comme un coup de poing. Elle n'avait pas pensé à cette nuit depuis des années. Mais soudain, c'était aussi vif qu'hier. Un routier, seul et effrayé, se tenant la poitrine sur le parking. Elle l'avait trouvé là en sortant pour vérifier les poubelles, avait appelé le 15, puis l'avait conduit elle-même à l'hôpital quand l'ambulance n'avait pas pu passer à cause d'un éboulement sur la route. « Thomas, dit-elle doucement. Je me souviens de Thomas. C'est mon beau-frère, dit Marc, souriant maintenant. Il a épousé ma sœur il y a 5 ans. Il raconte cette histoire à chaque réunion de famille. Comment l'ange des montagnes lui a sauvé la vie. Comment vous êtes, reste. Et avec lui à l'hôpital toute la nuit, avait appelé sa femme et avait même payé son parking quand il ne trouvait pas son portefeuille. Hélène sentit la chaleur lui monter aux joues. Ce n'était rien de spécial. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit Marc fermement. N'importe qui ne l'aurait pas fait. C'est ça qui est important. Il regarda ses compagnons motards autour de lui. Les gars, je crois qu'on est assis au milieu d'une légende. Le mot « légende » sembla électriser le groupe. Soudain, tout le monde parlait en même temps, comparant des notes, partageant des histoires. Il s'avéra que plusieurs d'entre eux avaient leur propre souvenir du relais de minuit, leur propre raison d'être reconnaissant envers la femme qui le tenait. Carlos se souvint s'être arrêté ici il y a 5 ans lorsque sa fille avait eu un accident de voiture près de Lyon. Hélène l'avait laissé utiliser le téléphone pour appeler l'OPI. Tal lui avait donné des indications pour l'itinéraire le plus rapide et lui avait même préparé un sandwich pour la route alors qu'il était trop bouleversé pour penser à manger. Pierre se rappela une nuit où sa moto était tombée en panne dans une tempête de neige très similaire à celle-ci. Hélène et Robert ne l'avaient pas seulement nourri et laissé au chaud, mais Robert l'avait aidé à réparer sa moto, refusant tout paiement pour les pièces ou la main-d'œuvre. Et Danny, le calme et nerveux Danny, prit soudain la parole avec une histoire qui fit taire tout le monde. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais j'étais ici il y a 3 ans. Je traversais une très mauvaise passe. Mes parents m'avaient mis à la porte. J'avais abandonné la fac, perdu mon travail. Je roulais vers l'ouest sur ma moto sans plan, sans argent, sans espoir. En fait, je pensais à... » Il s'arrêta, déglutit aimant. Enfin, à en finir. Hélène sentit son souffle se couper. Je me suis arrêté ici parce que ma moto était presque à sec d'essence et que j'étais presque à sec de tout le reste. J'avais peut-être 5 € en poche, mais vous m'avez servi quand même. Un repas complet, du café, une tarte. Quand j'ai essayé de payer, vous avez dit que j'avais l'air de passer une sale journée et que le repas était pour la maison. Les yeux de Danny brillaient de larmes non versées. Vous m'avez demandé où j'allais et quand j'ai dit que je ne savais pas, vous m'avez dit que ce n'était pas grave, que parfois, ne pas savoir où l'on va est le premier pas pour trouver sa place. Puis vous m'avez donné la carte de visite d'un de vos amis à Clermont-Ferrand. Vous avez dit qu'il aurait peut-être du travail pour quelqu'un qui voulait apprendre. Hélène se souvenait maintenant. Un gamin maigre aux yeux cernés et une moto qui semblait tenir par la prière et du ruban adhésif. Elle avait déjà vu ce regard, celui de quelqu'un qui avait renoncé au lendemain. « Ce travail a changé ma vie, » continua Danny. « Et l'homme qui m'a embauché, il est devenu comme un père pour moi. Il m'a aidé à reprendre mes études, m'a présenté à ces gars-là. Il fit un geste vers ses compagnons motards. « Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là, Hélène. Pas seulement en me nourrissant, mais en me rappelant qu'il y avait encore des gens bien dans le monde. Des gens qui se souciaient des étrangers. » Le restaurant devint silencieux, à l'exception du vent dehors et du doux bourdonnement de la machine à café. Hélène se tenait figée derrière le comptoir, submergée par le poids de ses révélations. Elle avait aidé des gens au fil des ans, bien sûr, mais elle n'avait jamais considéré cela comme quelque chose d'extraordinaire. Elle avait simplement fait ce qui lui semblait juste, ce que Robert aurait voulu qu'elle fasse. « Il y a d'autres histoires, » dit Jacques doucement. « Beaucoup d'autres. Vous avez été une balise sur cette route pendant 15 ans, Hélène. Vous avez touché plus de vies que vous ne le savez. »« J'ai juste servi à manger, » protesta faiblement Hélène. « J'ai juste essayé d'être correct avec les gens. »« Exactement, » dit Marc. « Dans un monde qui est devenu plutôt incorrect, ça vous rend spécial. » Hélène s'affaissa sur un tabouret derrière le comptoir, ses jambes soudainement instables. Elle pensa à tous les visages qui étaient passés par ce restaurant au fil des ans. Des routiers, des voyageurs, des familles en vacances, des gens fuyant quelque chose ou courant vers autre chose. Elle les avait tous nourris,
avait écouté leurs histoires, offert le réconfort qu'elle pouvait. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle faisait quelque chose de remarquable. « Les appels que j'ai passés ce soir, dit Jacques, c'était à des gens comme Thomas Perrin, des gens qui se souviennent de cet endroit, qui se souviennent de vous, des gens qui vous doivent une dette qu'ils n'ont jamais pu rembourser. Vous ne me devez rien, dit Hélène. C'est là que vous vous trompez, répondit Jacques. Et demain matin, vous allez comprendre à quel point. Comme s'ils étaient invoqués par ces paroles, de nouvelles lumières apparurent à l'extérieur des fenêtres. Pas les phares uniques des motos cette fois, mais les faisceaux doubles des voitures et des camions, perçant la tempête comme des étoiles à travers les nuages. Jacques regarda par la fenêtre et sourit. Ou peut-être ce soir. Le premier véhicule à entrer sur le parking fut un pick-up avec des plaques du Puy-de-Dôme. Puis vint une berline de l'Ardèche, suivie d'un semi-remorque immatriculé dans le Rhône. En quelques minutes, le petit parking se remplit de véhicules, leurs occupants sortant dans la tempête et se hâtant vers la porte d'entrée du restaurant. Hélène regarda, stupéfaite, la porte s'ouvrir, et les gens commençaient à entrer. Des hommes et des femmes de tous âges, regardant tous autour du restaurant avec des expressions de reconnaissance et de gratitude. Certains dont elle se souvenait, d'autres étaient des étrangers, mais ils avaient tous le même air de gens qui rentrent à la maison. La première personne à franchir la porte fut un grand homme à la barbe rousse, les bras grands ouverts. « Hélène Dubois » tonna-t-il. « Mon bel ange, Thomas Perrin, au cas où vous ne vous souviendriez pas. Vous m'avez sauvé la peau il y a 13 ans, et je cherche une occasion de vous rendre l'appareil depuis. » Alors que Thomas l'enveloppait dans une étreinte d'ours qui la souleva de ses pieds, Hélène réalisa que Jacques avait eu raison. Cette histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. À l'aube, le relais de minuit ressemblait à l'épicentre du PL, ce grand rassemblement de Hells Angels de l'histoire du Massif central. Ce qui avait commencé avec 15 motards bloqués par la neige était devenu quelque chose qu'Hélène n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Le parking était bondé de motos, des dizaines et des dizaines, leur chrome scintillant sous le soleil matinal, disposés en rangées impeccables, qui s'étendaient bien au-delà des limites de la propriété du restaurant. Hélène se déplaçait dans le restaurant bondé comme dans un rêve, acceptant les accolades d'hommes vêtus de cuir dont les visages déclenchaient des souvenirs oubliés. Ce n'était mis à pas seulement des motards au hasard, c'étaient des Hells Angels de chapitres de tout l'ouest de la France, chacun portant fièrement ses couleurs malgré l'heure matinale. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura-t-elle à Jacques, qui coordonnait ce chaos maîtrisé. Quand la nouvelle s'est répandue sur le Ré, saut que le chapitre de Jacques Moreau était bloqué chez Hélène Dubois, expliqua Marc, le sergent d'armes tatoué. Chaque chapitre à moins de 500 km a commencé à bouger. L'ange de la RN7, ce n'est pas juste une légende de routier. Les motards connaissent ce nom aussi. Hélène regarda autour d'elle avec étonnement. Elle reconnaissait des écussons de différents chapitres. Marseille, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand. Des hommes qui, en temps normal, ne se seraient donc jamais trouvés dans la même région partageaient café et histoire à son comptoir. Un homme massif avec Marseille dans le dos et des bras comme des troncs d'arbres s'approcha d'elle. « Il y a 23 ans, dit-il, sa voix étonnamment douce. Vous m'avez trouvé évanoui sur votre parking, hypothermie. Vous avez appelé l'ambulance, êtes venu avec moi à l'hôpital, avez même appelé ma femme pour lui dire que j'étais en vie. » Hélène le dévisagea, le souvenir revena, hanté lentement. Un jeune homme à peine conscient, sa moto en panne dans une tempête de neige. « Michel Dubois, dit le grand Mike, dit-il en tendant la main. Président du chapitre de Marseille, je vous dois la vie. » Les histoires continuaient d'affluer. Un motard de Lille dont la moto était tombée en panne. Hélène et Robert l'avaient laissé dormir dans le restaurant en attendant les pièces. Un motard de Lyon dont la fille avait eu un accident. Hélène lui avait donné des indications pour l'itinéraire le plus rapide et du café pour la route. Jacques s'approcha avec une épaisse enveloppe, l'air sérieux. « 68 000 €, annonça-t-il à la foule, en espèces, de la part de chaque chapitre représenté ici. Hélène fixa l'enveloppe, les mains tremblantes. « C'est trop. Je ne peux pas. »« Vous pouvez, et vous le ferez, » l'interrompit le grand Mike, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Cet argent vient avec des conditions. » « Quelles conditions ? Vous gardez cet endroit ouvert, dit une motarde de Clermont-Ferrand, la première femme Hells Angel qu'Hélène ait jamais rencontrée. Vous continuez à être l'ange que vous avez toujours été. Jacques sortit un papier roulé, un plan d'architecte du restaurant, agrandi avec un véritable salon pour motards, un parking sécurisé pour les motos et des installations d'entretien.
Le relais des motards de minuit, expliqua-t-il. Relais officiel pour chaque chapitre des Hells Angels de la Californie au Colorado, de la Bretagne à la Provence. Nous garantirons une clientèle régulière, assurerons la sécurité et nous occuperons de l'entretien. Un vétéran grisonnant de l'île s'avança. Nous mettons également en place une protection. Personne ne touche à cet endroit, ni à vous. Jamais. Vous êtes sous la protection des Hells Angels maintenant. La radio CB crépita soudainement. Breaker 1, 9. Ici, Road Dog pour l'Ange. On a 40 motos qui arrivent de l'Est. ETA 30 minutes. Hélène prit le micro avec des mains tremblantes. Road Dog, ici, le relais de minuit. Ange, on a entendu par la bande que tu avais des ennuis. Le chapitre de Strasbourg arrive à toute vitesse pour aider. On ne laissera rien arriver à notre ange gardien. L'acclamation qui éclata dans le restaurant bondé fit vibrer les fenêtres. Dehors, les moteurs de moto vrombirent pour célébrer, créant un tonnerre qui se répercuta sur les montagnes. Jacques s'approcha avec une dernière enveloppe. Ça, c'est de la part de Thomas Perrin. Il est maintenant aspirant dans notre chapitre de Lyon. Il était routier jusqu'à ce que vous lui sauviez la vie. À l'intérieur se trouvait son ancienne carte de visite et un mot. Je l'ai portée sur moi pendant 13 ans. Il est temps de la ramener à la maison. Merci de m'avoir donné une seconde chance dans la vie, dit alors que les différents présidents de chapitre commençaient à discuter de la logistique pour l'opération d'agrandissement. Hélène se retrouva dehors, regardant la mer de motos qui remplissait chaque espace disponible. Le chrome et l'acier brillaient au soleil, et les écussons racontaient des histoires de fraternité, de loyauté et d'un code d'honneur que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Jacques s'approcha, sa propre moto chargée et prête. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça? La nuit dernière, vous n'avez pas vu des Hells Angels ou des hors-la-loi. Vous avez juste vu 15 hommes qui avaient ni besoin d'aide, et vous avez ouvert votre porte. C'est ça qui a tout déclenché, Hélène. Il monta sur sa Harley. Gardez la lumière allumée, l'ange. Et ne vous inquiétez pas, vous avez la protection la plus puissante de France qui veille sur cet endroit maintenant. Alors que le chapitre du tonnerre des crêtes repart, leur moteur créant une symphonie de puissance, Hélène sentit la présence de Robert à ses côtés. Elle pouvait presque entendre sa voix. « Je t'avais dit que cet endroit serait spécial, ma chérie. Je n'aurais juste jamais imaginé qu'il deviendrait le cœur de quelque chose d'aussi grand. » 6 mois plus tard, le relais des motards de minuit était présenté dans le magazine Freeway comme le point de ralliement des Hells Angels le plus important à l'ouest du Rhin. Le parking avait été agrandi pour accueillir plus de 100 motos, et la sécurité était légendaire. Personne ne causait de problème dans un rayon de 50 km autour de l'établissement d'Hélène. Mais Hélène n'avait pas besoin de la reconnaissance d'un magazine pour savoir ce qu'elle avait accompli. Chaque jour amenait des motards de chapitre de toute la France, tous trouvant exactement ce dont ils avaient besoin dans son coin du Massif central. Du respect, de la bonne nourriture et la certitude qu'ils étaient les bienvenus. La radio CB crépitait constamment avec des motards qui appelaient « Comment va notre ange ce soir ?» Hélène répondait toujours de la même manière. La lumière est allumée, le café est chaud et la route est toujours ouverte pour la famille. Parce que c'est ce que le relais de minuit était devenu. Le quartier général non officiel de l'hospitalité des Hells Angels de l'Ouest. La preuve que le respect et la gentillesse pouvaient combler n'importe quel fossé et que parfois, les gardiens les plus improbables sont ceux qui protègent ce qui compte le plus. La lumière les guiderait toujours à la maison,